J'ai toujours été fan de Monaco, même s'il y a eu des éditions où on s'est pris, quand c'était au cours de saisons de domination, où on savait clairement qu'il y aurait encore une énième épreuve dans la saison, où il y aurait un clair premier, un clair deuxième, clair troisième, etc. Je fais naturellement référence au début de l'ère hybride, où on avait Mercedes, Ferrari, Red Bull, Force India, Renault, McLaren, Toro Rosso, tout ça, bref. Ces dernières années, par contre, que ce soit en termes de championnat ou à Monaco, je trouve qu'on a retrouvé quelque chose de plus sympathique en général. Et à Monaco, j'ai trouvé ces dernières éditions plutôt fun, plutôt sympa à regarder. Il y a toujours le manque de fiabilité qui faisait de Monaco, mais bon, ça malheureusement s'est perdu définitivement. Mais ça restait un défi de pilote inégalable sur que ce soit en termes de concentration, en termes de précision en piste, et ce sur l'un des plus beaux circuits du calendrier, sur peut-être la plus belle destination du calendrier. Pardon, je décède. À titre perso, j'ai jamais pu m'offrir un Grand Prix de Formule 1 dans ma vie. Alors, manque de ressources, certes, mais aussi manque d'envie, parce que c'est con à dire. Moi, j'aime suivre un Grand Prix de Formule 1 pour pouvoir en voir autant que possible. Et quand t'es sur le circuit, forcément, tu apprécies l'événement d'une manière différente. Mais tout ça pour dire que s'il y a un seul Grand Prix que je voudrais expérimenter dans ma vie, ce serait Monaco. Déjà parce que tu sais que tu vas rien perdre de la course, parce qu'il va rien se passer en termes de stratégie, tout ça. Mais en plus de ça, tu pourras vraiment encore plus que n'importe où, tu pourras vraiment apprécier le talent des pilotes, des meilleurs pilotes du monde et de Lance Stroll dans leur manière de prendre tel ou tel virage, mais aussi parce que c'est le circuit le plus empreint d'histoire de toute la Formule 1, parce que tous les meilleurs pilotes s'y sont imposés, sauf Jim Clark. Il y a Arnaud Trulli aussi qui a gagné en 2004. Bref, trêve de louanges, parce que je dois en venir à ce non-débrief du Grand Prix de 2025. Tous les ans, on a le même refrain, Monaco, on s'ennuie, les F1 modernes ne sont pas faites pour ce circuit, on vient ici que pour le bling-bling. J'ai mes réponses là-dessus, je suis assez... Bref, j'y reviendrai plus tard. Cette année, j'ai pas pu fermer les yeux sur tout ça, parce que cette année, la Formule 1 et la FIA ont imposé un double arrêt obligatoire pour améliorer le pestacle, pour que les pilotes puissent attaquer à fond et pas reproduire les 77 tours de gestion de 2024, etc., etc. Alors naturellement, cette intersaison, j'ai ouvert ma gueule, comme je le fais trop souvent. Et j'ai partagé un peu mon ras-le-bol sur cette tendance à vouloir mettre des pansements sur une Play béante, une Play, je parle pas de la PlayStation, mais une Play ouverte. Bref, t'as compris l'idée. Et surtout parce que j'ai cette lassitude des promoteurs, des organisateurs, de leur volonté de forcer des événements de course en ajoutant des éléments extérieurs. On a le DRS depuis 14-15 ans, on a la règle des changements de composés depuis presque 20 ans, même si elle est arrivée en première instance pour des raisons de sécurité après la catastrophe de l'année 2005. L'introduction du format sprint depuis maintenant 4-5 ans, et bien sûr je passe les règles disparues comme celle du pneu de qualification qu'on utilise au départ, la qualification à élimination. Bon, ça compte pas, mais on s'en rappelle qu'ils l'ont essayé quand même. Comme toujours, j'étais très réfractaire. On m'a trop souvent répété que il fallait adapter la Formule 1 au standard d'Instagram ou du nouveau public, comme tu préfères, mais c'est plus ou moins la même chose. Je dis ça naturellement sans méchanceté envers le nouveau public, parce que je pense pas que le nouveau public soit problématique, mais c'est plus la quête de nouveaux spectateurs à travers un prisme erroné de ce qu'est la Formule 1, qui pour moi est problématique. On me répète souvent qu'il y en a marre des vieux aigris, rageux, quinquagénaires qui fantasment sur ce temps où on avait un mort tous les 3 grands prix,
Voilà, les gars, comme moi, enfin, comme vous l'avez vu, je suis assez facile à cerner. Ah, cette belle époque, oui. Cette belle époque. Quand on avait un mort toutes les semaines, ça me manque. Les choses commençaient bien ce week-end à Monaco. On avait Lando Norris qui retrouvait une grande forme, les Fais-moi rire qui ont retrouvé de la performance. On a la Max Bull qui est toujours un élément imprévisible. Et dans le peloton, on avait les Toro Rosso, là, les RB, Racing Bulls, qui étaient à l'aise, les Aston Martin qui confirmaient leurs améliorations de Imola. Il y avait plein de trucs. Et j'ai pris grand plaisir devant la qualif. Et là, je pense que globalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un consensus sur le fait que les qualifs à Monaco sont généralement très fun. Et je pense pas que ce week-end, ce fut exception. Bref, bilan du dimanche, les 2 arrêts ont ajouté du n'importe quoi, comme le voulait la Formule 1. On a Verstappen qui a passé toute la course à prier pour un drapeau rouge avec une stratégie décalée. Lawson qui a roulé 3-4 secondes plus lent au tour pour offrir 2 arrêts gratuits à son coéquipier. Les Williams qui ont été obligés de faire pareil en conséquence. Russell qui a pété un câble en préférant couper la chicane, se prendre un drive-through plutôt que de continuer à subir tout ça. Bref. Et puis il y a aussi eu Mercedes qui a oublié d'arrêter ses pilotes parce qu'ils étaient désespérés après une qualif catastrophique. Voilà, si vous voyez à peu près le genre d'odieux personnage que je suis, vous savez que moi j'adore l'ironie de la situation, l'absurde, tout ça. Donc forcément, quand on a la F1 qui veut ajouter du chaos et qu'en réponse on a des comportements à la limite de l'antisportif, limite parce que ce que les équipes elles ont fait c'était légal, c'était juste pas sport. Moi j'adore parce que je vois que forcément comme toujours les équipes essayent d'aller à contre-pied pour en tirer le meilleur parti et ça se passe jamais comme les organisateurs le voudraient. La F1 voulait que les pilotes attaquent à fond pendant 78 tours et là ils ont encore plus roulé à l'économie que jamais. Ils voulaient un résultat imprévisible. Résultat, on a le résultat final est le même que la qualif, à 2-3 exceptions, l'abandon de Alonso, Hamilton qui a remonté un petit peu. Maintenant donc, voilà, j'enregistre ça le lundi soir, retour à la réalité, on a pris le temps un peu d'y penser, et je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ça a servi à rien. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un ressenti très profond et j'ai l'impression qu'il a été partagé dans le paddock, que ce nouveau truc n'a fait qu'exacerber ce que je pouvais appréhender et peut-être que d'autres appréhendaient, je sais pas. Je comprends, comme je l'ai dit, que les équipes, les pilotes, tout ça ont pas particulièrement apprécié, à défaut d'avoir une opinion sur l'affaire. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour apprécier la Formule 1 ? Oui, pardon, je t'ai tutoyé. Mais quand je dis tu, je parle de toi, voilà, qui spécifiquement pense qu'il faut apporter des choses comme ça pour que la Formule 1 soit plus appréciable. Est-ce que c'est ça qu'il faut ? Est-ce qu'il faut ce genre de truc, de stratégie d'équipe, de coop en jeu vidéo? Parce que moi, je me rappelle que bloquer tout le monde à Monaco, c'est ce que je faisais avec papa sur F1 de 2006, hein, F1 06 sur PlayStation 2. T'en avais un qui ralentissait le peloton, et t'avais l'autre qui faisait le tour du circuit, qui prenait un tour à tout le monde, et ensuite il bloquait, et l'autre faisait pareil, et on avait un tour d'avance sur tout le monde. Alors voilà, hein, c'est rigolo de faire ça dans un jeu, c'est rigolo de le voir en vrai, c'est aussi intéressant, mais réellement sur le plan sportif, parce que c'est un vrai challenge pour les pilotes. When you're not flat out, it's really difficult. Like for me, it was trying to keep concentration. Your brain goes off in random places, and it is more difficult than I thought it was going to be. Et ça me fait que respecter davantage, voilà, quand t'as ces pilotes qui sont mieux préparés que des
Jackie Stewart, Jim Clark, Ayrton Senna, Fangio, quand ces gars-là qui sont, je dis pas plus talentueux, mais mieux préparés sur le plan physique, sur le plan psychologique, quand ces gars-là te disent c'est difficile de tenir ce rythme à Monaco, voilà. Ça fait 25 ans que je suis la Formule 1, alors que 25 ans peut-être. J'apprécie la Formule 1 et je la subis aussi, faut dire ce qu'il y a dans ses pires heures. La domination de Schumacher, la domination 2011 de Vettel, 2013, la domination indécente des Mercedes. Toutes ces choses-là, je les ai subies, comme beaucoup. Je dis pas que je suis tout seul, attention. Je sais qu'il y en a qui les ont subis, qui sont toujours là. Respect. Et j'ai trouvé que 2022 était un renouveau qui faisait vraiment plaisir. J'ai trouvé que cette réglementation fonctionnait parfaitement, que ce soit sur le plan sportif, les pilotes peuvent se suivre, ils peuvent plus facilement s'attaquer qu'auparavant. On a un resserrement global de la hiérarchie, preuve que les temps de soufflerie limités, surveillés et imposés en fonction du classement au championnat constructeur peuvent fonctionner, d'arrêter de privilégier les équipes qui ont le plus de ressources économiques, comme les Mercedes Ferrari, face à des petits comme Haas, sans non plus les mettre à égalité, ça permet d'avoir un resserrement global de la hiérarchie qui est plutôt sympa. Mais apparemment, il en faut plus. Ça semble pas être assez. Pourtant, comme je l'ai dit, ces dernières années, on a eu plein de belles choses, même s'il y a eu, on va dire, sur ces 4 dernières années, plus d'un certain talent générationnel qui a tendance à un peu trop gagner, même quand il n'est pas supposé le faire. Et quand je dis supposé, je fais plus mention à des week-ends comme Suzuka cette année, tu vois, où tu te dis merde, à quel moment il gagne, il a rien à foutre là. À part dans ces moments-là où tu te dis c'est bon, on le voit trop, il y a eu plein de belles choses ces dernières années. Cette année, en 2025, on a le retour d'un des plus grands constructeurs de l'histoire de la Formule 1 aux avant-postes. McLaren a pas gagné régulièrement comme c'est depuis 2012. Ils ont pas autant dominé depuis 98. Faudrait que je regarde, même statistiquement, si c'est pas meilleur ce qu'ils font cette année que depuis 98, parce que là, en 8 courses, ils en ont gagné 6. En prime, on a 2 gamins qui sont ultra talentueux, qui sont tout juste en train de collecter leur première victoire et qui vont jouer le titre. Pour moi, c'est une des nombreuses facettes qui rend la Formule 1 aussi magnifique, aussi intéressante, quoi. C'est génial. Mais non. Il faut ajouter plus de zones de DRS, il faut des courses sprint, il faut des 2 arrêts, 3 arrêts, il faut une aéroactive qui va arriver en 2026, qui pour moi va être une catastrophe sportive, pour qu'on s'amuse, parce que sinon c'est pas bien, apparemment. Parce que moi, je comprends pas. C'est peut-être ma bulle d'autiste qui m'empêche de comprendre pourquoi tout le monde semble se faire chier, pourquoi il faut plus de sang en piste. Mais d'un autre côté, j'ai vu pas mal de grands prix. Déjà, en 25 ans, tu te dis 75 ans de Formule 1, purée. J'en ai vu un tiers. C'est pas mal. En plus de ça, je pense avoir une connaissance plutôt décente de l'histoire du championnat du monde, en essayant d'amasser cette somme de petites connaissances qui, encore une fois, je cherche pas à minimiser. Je sais que j'en connais quand même un rayon, mais je veux pas non plus prétendre quoi que ce soit, mais j'essaye de mettre tout ça bout à bout et je me dis, mais en quoi on peut dire que c'était mieux avant ? Sans dire que c'était moins bien, attention, parce que oui, c'était mieux quand les F1, elles étaient plus nerveuses, tu vois, déjà qu'on avait des plus gros moteurs, ça c'était beau, que les F1 étaient plus instables, plus légères, plus souples. C'était mieux quand on avait des pilotes qui pouvaient gagner, plusieurs pilotes, j'entends, partout à travers le peloton, que t'avais un petit vainqueur surprise de temps en temps, mais faut le dire, on a eu des vainqueurs surprises ces dernières années quand même. En France, on l'incarne même plutôt bien, je pense, puisque parmi les dernières victoires surprises, elles sont essentiellement françaises.
L'an dernier, en 2024, on a eu, j'allais dire 8, mais 7 pilotes différents qui ont gagné, parce que Pérez a pas gagné, donc voilà. Mais voilà, c'est énorme. Et là, je me dis, bah, les seules différences qu'on peut avoir avec des années 60, 70, 80, 90, c'est quoi? C'est la fiabilité, que tu sais que quoi qu'il arrive, dans la plupart des cas, t'as 2 McLaren qui vont finir la course, t'auras une Red Bull derrière, t'auras 2 Mercedes, t'auras 2 Ferrari, ou 2 Williams maintenant. Mais bref, voilà. Tu sais que ça va être plus ou moins comme ça, et un abandon aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais bref, tout ça pour dire que je me dis que la Formule 1 que on cherche à construire, enfin que on va. Oula, je casse mon éclairage, mais les grandes forces qui régissent la Formule 1, bah, ils veulent construire quelque chose qui, pour moi, n'est pas la Formule 1, parce que je pense pas que la Formule 1 a besoin de 3000 arrêts au stand pour être spectaculaire. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 dépassements par tour pour être spectaculaire ou pour qu'on apprécie la F1. Pour moi, ça relève de l'américanisme. Et je dis ça sans méchanceté, hein. Je pense à l'IndyCar, le NASCAR. La NASCAR, j'ai jamais vérifié dans le slibard ce qu'il y avait. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein, parce que voilà, c'est différent. C'est totalement différent, et je pense que ça s'adresse à des publics différents. Et où ça se rejoint aussi, hein, attention, où il y a... Bref, tout ça pour dire que pour moi, ce qui a fait la beauté de la Formule 1, c'est l'aspect de la performance. Performance phénoménale. T'as 25 pecnos qui sont là pour changer 4 roues de 20-25 kilos en moins de 2 secondes. T'as des pilotes qui se prennent 4G dans des virages à 250 km/h avec des maxi burnas qui les tiennent au sol, et à la fin du tour, merde, j'ai perdu la pole pour 3 centièmes de seconde, ou pire, je suis pas passé en Q2 pour 3 centièmes de seconde. C'est le fait de tenir 1h40 à Monaco, dans un centre-ville bosselé, à une moyenne de quoi? On est à quoi? 170, 180 km/h de moyenne, sans toucher les murs. Et sur un plan plus, voilà, plus moins sportif, ben moi je vois que ça fait toujours aussi plaisir de gagner ici. Là, je pense à Norris, qui est un petit enfant qui vient d'Angleterre. Alors je crois il vient du sud, je sais pas où exactement, hein. Déjà que je sais même pas où est ma ville dans la carte française. Me demande pas où est la sienne en Angleterre. Mais voilà, je trouve ça formidable de se dire que lui, il se dit, c'est la plus belle victoire de ma carrière, et toute ma famille s'en rappellera pour toujours, j'ai gagné à Monaco, quoi. Et là, c'est pour ça que j'en viens à me dire, bah peut-être, je sais pas, c'est moi qui suis un mauvais fan, peut-être que j'aime pas la Formule 1 pour de bonnes raisons, peut-être que je l'ai jamais aimé pour les raisons qu'il faudrait, parce que, enfin, je me demande, à force, voilà. J'en ferai sûrement un titre putaclic. Est-ce que je suis un mauvais fan? Sondage. Alors oui, je dis ça un peu... je sais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais fan, il n'y a pas de bon, de mauvaise situation. Mais de mon point de vue, c'est frustrant de me dire que le sport cherche un public que j'arrive pas à cerner, et que surtout, j'ai pas l'impression... Je le vois pas, ce public. Enfin, j'arrive pas à le trouver. Pourtant, je pense être... j'ai toujours essayé d'être plutôt présent sur les social medias. Ça veut dire réseau social, pour essayer de voir différents avis, les confronter, parce que voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu, et c'est très très cool d'avoir ces plateformes pour discuter avec plein de monde. Mais j'arrive pas à trouver ce genre de public où quand je le trouve, bah, c'est des personnes qui semblent pas vraiment s'intéresser à la Formule 1 plus que cela. Et je pense pas que ce public-là soit majoritaire, si tu vois ce que je veux dire. Je parle par exemple du public qui va s'acheter un petit truc Formule 1, que ce soit une casquette McLaren, un t-shirt Hamilton, parce que bah, ils adorent ce pilote ou cette équipe, et que ils vont regarder une course de temps en temps, et quand ils peuvent pas ou qu'ils se font chier, bah, ils vont regarder les résultats après. Et voilà, je vais dire le fan casu, en quelque sorte, sans dire que c'est bien ou mauvais, encore une fois, mais je
pense pas que ce soit la majorité du public, de la clientèle de la F1, que ce soit ceux qui payent leurs tickets ou que ce soit ceux qui payent leurs abonnements F1 TV ou l'autre truc qui est 5 fois plus cher. Je voulais conclure là-dessus maintenant parce que j'avais dit que bon déjà j'ai parlé trop longtemps et j'ai besoin peut-être de le dire en vidéo. Quand on dit les F1 modernes sont pas faites pour le circuit de Monaco, bah ouais, mais je vais te dire un truc. Parce que là, t'entends, tu l'as dit, t'as dit, ouais, mais grave, les F1 modernes, elles sont pas faites pour Monaco. L'Alfa Romeo de Juan Manuel Fangio, elle n'était pas faite non plus pour rouler à Monaco. Ou celle de Farina, comme tu veux. Mais là, je pense à Monaco 50, première édition, mais ça compte pas parce que Farina, lui, s'est mis dans le mur. Et justement, t'as Farina qui se met dans le mur, t'as 9 autres pilotes qui se mettent dans le mur avec lui. Et Fangio gagne et c'est magnifique. C'est ce qui rend cette victoire spéciale, c'est que bah t'as plein de pilotes qui sont viandés, lui il s'est pas viandé. Je pense aussi à l'édition de 61 quand t'as Moss qui retient 3 Ferrari qui vont beaucoup plus vite, qui sont plus rapides dans sa Lotus propulsée par Rob Walker Racing, je sais plus. Enfin bref, dans sa Lotus qui a été mise en piste où t'as toute une plaque du châssis qui manque et tu vois ses guibolles. Enfin voilà, c'est assez exceptionnel. Bah tu le vois gagner et c'est Monaco qui permet ça. C'est pour ça que en 65 t'as Graham Hill qui va tout droit à la chicane. Là il se fait surprendre par un retardataire. Il sort de la voiture, il pousse la voiture en piste, il se retrouve 5e. Et il arrive quand même à gagner. Oui, c'est magnifique parce qu'il gagne à Monaco, mais c'est magnifique parce que c'est un endroit où déjà dépasser, c'était pratiquement exceptionnel. Il y avait l'édition 62, 63, je sais plus. Enfin, une édition plutôt où il était devant Clark et Clark a mis 20-25 tours à le dépasser. Et quand il l'a passé, mais il l'a tracé. Tu l'as plus vu, Jim Clark. Et Graham Hill, c'est pas un pecno pour autant à Monaco, 5 victoires là-bas, quoi. Ça fait penser à la version de 92, la F1 qui en plus a eu l'audace de mettre la lutte Mansell-Senna à Monaco en 92 pour rappeler à quel point c'était exceptionnel. Alors que c'est quoi cette lutte? C'est quoi? C'est Mansell qui va 4 secondes au tour plus vite que Senna et qui est pas fichu de le dépasser. En 92. Quand on dit aussi que Monaco est là que pour le bling-bling, bah non. On est à Monaco parce que c'est la plus grande épreuve du championnat du monde de Formule 1. Au même titre que Ferrari transcende la Formule 1, Monaco transcende, enfin le Grand Prix de Monaco transcende la Formule 1. On a des célébrités richissimes qui connaissent rien à la course automobile, qui viennent ici parce que cet événement incarne la Formule 1 comme, je vais pas dire aucun, mais très peu d'autres Grands Prix. Je suis désolé, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Belgique, ce sont des beautés dans le monde de l'histoire de la Formule 1, mais pour le commun des mortels. Alors que le Grand Prix de Monaco, c'est un événement international, au-delà du sport. Donc oui, Monaco, ça incarne cette opulence qui est bien mal perçue par le commun des mortels, moi le premier. Mais je pense que on peut pas aimer la Formule 1 et ne pas vouloir continuer à assister à ce spectacle ridicule. C'est ridicule de voir ces bateaux qui roulent à côté des yachts ou l'inverse. Parce que oui, c'est... alors attention, hein, je dis pas... t'es obligé de penser comme moi, mais je te le livre. Mon avis, ferme-la. T'es d'accord, t'es pas d'accord, on en discute, mais écoute-moi. Oui, c'est ridicule de perdre Spa-Francorchamps pour manque d'argent, de perdre d'autres potentielles belles destinations à cause de ça. Mais vouloir dégager Monaco parce qu'il n'y a pas assez de dépassement et que le résultat est décidé par la qualification qui, je le rappelle, a toujours été présente en championnat du monde de Formule 1, c'est qu'on y accorde quand même de l'importance à la qualification, c'est que c'est quand même une part intégrante du week-end et du Grand Prix, parce que si on pensait pas que c'était utile, bah on aurait continué à distribuer les grilles de départ au pif, comme on le faisait encore à cette époque-là sur des épreuves hors championnat. Ce que je cherche à dire, c'est qu'il y a de la beauté dans ce Grand Prix. Il y a de la beauté et
plutôt que de chercher à voir la Formule 1 comme quelque chose qui doit obligatoirement proposer un truc qui n'est pas la Formule 1, encore une fois. Des festivals de dépassement, des choses comme ça n'a jamais été le cas. Des aires de domination, on en a toujours plus ou moins eu, même si on parlait plus d'une ou deux saisons plutôt que 5 ou 6, comme ces dernières décennies. Mais la Formule 1 a toujours plus ou moins été comme ça. Donc maintenant, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire qu'il faut la changer, parce que je trouve que ces dernières années, elle s'est très bien réinventée. L'ère post-hybride, enfin l'ère hybride 2014, c'était probablement pour moi la pire en termes sportivement en tout cas. Il se passait des trucs en piste, mais c'était pas particulièrement intéressant parce que heureusement qu'on avait Rosberg qui tenait la dragée haute à Hamilton, sinon ça aurait été atroce. S'il y avait eu qu'un seul pilote qui gagnait tous les week-ends pendant ces 3 années-là. Et ensuite, bah oui, il y a eu l'arrivée de 2017 qui a fait des F1 bateaux qui n'ont fait qu'empirer les choses parce que les pilotes pouvaient pas se suivre et c'était encore pire. Mais je trouve que on est sur la bonne pente depuis 2022 et je comprends pas. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais ouais, apparemment c'est toujours pas assez. Bref, pas de débrief pilote par pilote cette semaine parce que les stratégies, elles étaient débiles ou adaptées au contexte, en fonction. Et les pilotes méritent tous d'être applaudis. Lance Stroll aussi. Donc bravo à Lando Norris, très content pour lui. Et rendez-vous ce week-end pour un Grand Prix qui, lui, a beaucoup moins d'arguments pour être défendu au calendrier. Allez, bisous.